l'œil du cyclone de ce qui sera sûrement un réseau culturel puissant et qui, je vous le promets, durera plus de 1000 ans. Nous réussirons là où d'autres ont échoué. Donc, j'attends que les urbanismes s'asseyent et fassent silence. Je ne leur mets pas la pression, mais je leur rappelle qu'ici, ils sont tolérés en tant qu'urbanistes. Non, je plaisante, j'aime tout le monde. Donc, bien, merci d'être si nombreux. Non, je dis ça pour le film, on ne tournera pas la caméra vers la foule, ça on sera pas. Merci d'être venus si nombreux. La preuve, il y a un écho qui revient par rapport à la masse des gens. J'ai l'impression d'être à un concert de Marilyn Manson. Donc ce soir, la grande question auquel nous allons répondre, et vous dormirez mieux cette nuit, car cette question vous a angoissé jusqu'à présent, les revues culturelles papier, support, ont-elles un avenir ou n'ont-elles plus que leur place au musée et finalement ne survivront alors que la tablette ou le smartphone? Choisis ton camp, camarade. Ici présent, j'ai deux représentantes, donc là c'est plus que la parité, et l'Archipel Contre-Attaque, site organisateur, est un site féministe, même si je suis un homme moi-même, mais je vais bientôt partir au Brésil et vivre ma condition de femme. L'Archipel Contre-Attaque, disais-je, site organisateur, et nous remercions le site accueillant, à savoir le centre d'art à 100 mètres du centre du monde et son bienveillant propriétaire et inventeur qui vient de surgir, à savoir Vincent Madraman, qui nous accueille depuis des dizaines d'années pour toutes les idioties que je peux lui proposer, et je le remercie. C'est incroyable. Donc, le sujet, c'est est-ce que finalement il y a un intérêt en tant que support papier et en tant que contenu, à savoir le culturel, parce qu'après tout, le culturel est dans une époque à remettre en doute, et il y a aussi une question territoriale qui est intéressante, vu que on est en plein remembrement du territoire, puisque la région Languedoc-Roussillon est devenue la région Occitanie, donc exit nous autres, puisque nous n'existons pas en tant que Catalans. En tant que Normand, je me sens très catalan. C'est le vice à apprendre la langue, ce qui nous permet de communiquer, encore qu'Anna Camero, puisque c'est un prétexte pour parler d'Anna et de Culturae, de sa revue, qui est une revue de Gironde qui parle couramment 3 langues, à savoir le français, je dis français d'abord, mais enfin français d'abord c'est une image, enfin c'est pas ça la question, le français, l'espagnol et le catalan, et la revue, donc l'Art dans l'air, qui s'est retrouvée à être une revue langue roussillonnaise qui a dû conquérir un territoire de la taille de l'Autriche en 2 temps 3 mouvements. Elle nous racontera comment, en tant que femme, elle a su conquérir tout ce territoire avec habileté. Pour devenir, en tant que Bretonne occitane, ça devient très compliqué, moi-même je m'y perds. Bon, bref, refermons tous ces tiroirs et revenons au sujet. Donc, je vous fais la bande-annonce, c'est-à-dire que elles vont se présenter, dire qui elles sont, pas en tant que femmes, mais en tant que rédactrices en chef de magazines, et quelle est la fonction de ces magazines, quelle est l'utilité, oui, car elles ne sont pas que des objets d'art elles-mêmes, elles ont une utilité en vrai, et quel est le rapport au territoire, et finalement ensemble, et là je m'ouvre à vous, est-ce qu'on peut tous travailler ensemble? Est-ce qu'on ne peut pas devenir tous frères dans l'art? Voilà. Et je m'interromprai. Et je demanderai à Anne de dire qui es-tu, Anne? Qui est l'art dans l'air? Bon, merci à tous d'être là. Donc moi j'ai créé un magazine, donc beaucoup le savent, parce qu'on avait fait une conférence grâce à Nicolas au moment du lancement du magazine, c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans. Déjà. Me semble-t-il, ouais. Donc j'ai créé un magazine artistique régional qui s'appelle Art dans l'air, consacré aux artistes visuels uniquement. Pour la raison, la raison qui est le cœur du débat ce soir, y a-t-il un avenir pour les revues culturelles? Je vous expliquerai qu'à mon avis, il y a un avenir pour ceux justement où sur le papier peut encore apporter une plus-value, c'est-à-dire tout ce qui est visuel haut de gamme. À mon avis, pour le reste, la presse est quand même mal partie. Mais bon, on pourra en parler. Et la deuxième problématique me concerne au plus haut point aussi, puisque j'ai créé ce magazine à une époque où existait le Languedoc-Roussillon, et qu'il a fallu réfléchir et trouver des solutions pour suivre le mouvement administratif et passer à la grande région Occitanie.
c'est pas simple. Quand vous avez travaillé 2 ans et demi sur 5 départements et qu'on vous en raccroche une locomotive de 8 départements, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Etc. Donc voilà pour simplifier. Donc en gros, moi, je suis journaliste. Je tiens beaucoup à ça. Je ne suis pas critique d'art. J'ai fait une école de journalisme et j'écris des articles journalistiques. Quand je présente un artiste, j'essaie de donner quelques clés pour qu'on puisse entrer dans son travail et à aucun moment vous me verrez donner mon point de vue. En 4 ans d'existence, il n'y a pas une phrase où j'ai donné mon point de vue. Je le donne par le choix des artistes, évidemment, mais j'estime que c'est aussi une réflexion sur ce qu'est la presse, ce qu'est devenu la presse. Il faut être modeste aujourd'hui parce que les gens, maintenant, ils feuillettent les magazines, vraiment ils les feuillettent, et ils ne vont lire un article que, et seulement si les visuels les ont intéressés. Donc s'il y a un visuel qui leur a compris, ils vont lire l'article. Donc c'est pas la peine de se dire je vais faire un bel article pour convaincre mon lecteur que Gugus là il est intéressant, c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire que vous vous adressez de toute façon à des gens qui vous lisent parce qu'ils ont trouvé l'artiste intéressant. Donc j'en tire les conséquences sur l'écriture. Voilà. C'est très bien résumé, ça t'honore et on conseillera à certains politiques de baser sur ton exemple. De concision, pas de circoncision, ça n'a strictement rien à voir. Anna Cabero, on peut même rajouter Dominguez parce qu'on est totalement foufou. La revue Culturée, la différence, c'est que c'est de l'autre côté de la frontière, c'est trilingue et ça parle des deux côtés. Et c'est le spectre, entre guillemets, est plus large, puisque au-delà des arts visuels, toi, tu fais la musique, la cuisine... C'est plus large. Je fais pour toute les cultures. Est-ce que tu peux parler plus fort? Non, si. Oui. Bonjour, merci d'être venu. Je présente cette revue des transfrontalières avec l'idée de partager, de mettre en relief les événements culturels des côtés de la région, des provinces de Gironde et le département de PO. Moi, je ne me mets pas dans les trucs administratifs actuels. Moi, je pensais qu'on est très, très proche et si éloigné à la fois. Et moi, il faut se rapprocher. Et il y a un tas des événements, des activités artistiques. Il y a un mouvement de tous les deux côtés incroyable et qu'il faut approcher les gens. Pour faire ça, moi j'avais l'idée de faire un papier parce que c'est le plus... Moi pour mon idée, c'est que encore le papier n'a été pas tué par le digital. Moi je pense que c'est un complémentaire. Et donc voilà, je lançais cette aventure parce que voilà, c'est de rapprocher les gens, pas seulement la culture, aussi le tourisme. Moi j'ai l'idée et le but de mettre en relief tout ce qui se passe et de donner l'envie des uns et des autres pour croiser la frontière. Voilà, pour rapprocher que voilà, il y a la Barcelone, il y a Lyon ou d'autres villes, Montpellier, il y a des endroits très grands, mais aussi il se passe beaucoup de choses à Perpignan et à Gironde, et beaucoup très très intéressantes. Et voilà, c'est notre plus modeste que celui-là, mais avec l'idée de faire le parcours et d'être connu et que ça se parle de culturel. Et voilà, on lance on commence on lance la fête, comme on dit. Alors, l'idée, c'est que l'avantage des revues papier, contrairement à une tablette, à un ordinateur, c'est qu'on n'a pas besoin de batterie. Et ça n'a pas de prix. Oui, parce que moi, je suis toujours en train de me plaindre, mon Dieu, ma batterie est vide, alors que quand je lis L'Art dans l'air, si j'ai un peu de lumière, comme ça, à minima, déjà, ça c'est pratique. Donc, je peux l'emporter partout, je peux le rouler, alors que bon... Voilà, il y a plein d'intérêts. Mais sur le contenu, on va revenir sur la culture. C'est une bonne question. Ça sert à quoi la culture? Parce que moi qui suis analphabète, je ne vois pas tellement l'intérêt.
peut-être pour ça que je me suis inscrit au parti nazi. L'idée, c'est pourquoi la culture déjà? Parce que est-ce que c'est en tant que contenu, est-ce que ça peut encore intéresser les gens? Ah ben moi je suis persuadée que, enfin, on parle de la presse papier, Oui. qu'en matière de presse papier, c'est un des derniers axes qui reste. Il reste la culture, il reste tout ce qui, moi je dis tout ce qui est visuel haut de gamme. Donc les revues gastronomiques, pourquoi pas, les revues genre Géo, mais il n'y aura pas la place pour autant qu'il y a actuellement, parce qu'il y en a un grand reportage Géo et compagnie, il y en a trop. Mais une revue haut de gamme sur les voyages, je pense que ça a sa place en matière papier. Et puis une revue sur les artistes. Mais les artistes, moi par exemple souvent, aujourd'hui encore ça a été le cas, je suis contactée par des artistes qui font des vidéos. Et je leur dis non. Et je leur dis c'est pas une histoire de goût personnel, ça n'a rien à voir, c'est pas un jugement esthétique. C'est juste que la vidéo, elle est sur YouTube. Enfin je veux dire, on crée un canal sur YouTube. Mais moi, support papier, qu'est-ce que vous voulez que je présente votre travail, qui est un travail par essence qui bouge, qui intègre du son, etc. Donc quand il y a des... Alors, j'ai présenté un catalan, là, que vous connaissez sûrement, Thomas Pénanguer, il y a de la vidéo. J'ai mis l'accent, moi, volontairement, plutôt sur la partie papier, la partie dessin. Ça ne m'a pas empêché de parler, évidemment, de tout son développement vidéo. Mais j'estime que je n'ai pas le support forcément adéquat pour ça. Donc voilà, donc moi, pour moi, la presse papier, elle a encore un sens sur ce que les Américains ont toujours des expressions en avance sur nous, les Américains appellent les coffee table books. C'est un peu péjoratif, mais ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire le canard un peu sympa qu'on laisse traîner sur la table du salon et que tout le monde peut feuilleter quand il vient chez vous. Bon, et bien ça, je suis désolée, c'est pas les canards télé cheap qui pour l'instant sont encore en haut des chiffres de tirage des magazines français, mais ça dans 3-4 ans à mon avis c'est fini, parce que les programmes télé, là pour le coup vous les avez sur internet. Donc les trucs sympas à feuilleter, il faut chercher, mais il n'y en a pas 36 000. Le Monde, bon je suis correspondante du Monde aussi sur l'Héron et le Gard. Le Monde a fait la bascule il y a 3 ans je crois, sur le fait que maintenant il y a plus de lecteurs sur le site lemonde.fr que sur le papier. Alors moi je connais des gens qui sont tous des octogénaires, qui continuent à lire Le Monde papier tous les jours, mais ce sont des octogénaires. Voilà. Le Figaro est peut-être un petit peu un public plus traditionnel, donc ils doivent avoir peut-être qu'il y a une inertie qui fait qu'ils ont quand même encore plus de lecteurs papier. Mais globalement la bascule est quand même en train de se faire. Donc tout ce qui est information de nature vraiment analytique, politique, vous pouvez lire sur tablette, quoi. Par contre, si vous voulez montrer un artiste qui vous a plu ou un beau paysage ou n'importe, c'est vrai que c'est sympa d'avoir le truc qui traîne chez vous dans un sac. À mon avis, maintenant peut-être que je me trompe, mais je vois les choses comme ça. Voilà. Donc du coup, ça a une conséquence immédiate sur l'image du journal, du magazine, qui peut avoir une image traditionnelle. Parce que volontairement, je ne vais pas vers les artistes multimédia, vers les artistes qui font du son, volontairement. Alors peut-être, ça évolue un magazine, donc pourquoi pas, il faut réfléchir, pourquoi pas ouvrir une rubrique où je présenterai en une page ce genre d'artiste et je renverrai sur un reportage vidéo sur le site. C'est faisable, pourquoi pas. Donc on va peut-être le faire un jour ou l'autre, si vraiment des Antoine Pénanguer, là, qui a une œuvre que j'adore, si j'en trouve 50 dans la région, pourquoi pas faire ça un jour ou l'autre. Bon, après, il y a aussi un problème d'équipe. On a une équipe qui fait qu'il faut aussi quand même circonscrire un peu le sujet dont on parle. Voilà, moi pour l'analyse de la presse, voilà ce que je fais. Moi, donc je suis correspondante du Monde et correspondante de l'Usine Nouvelle. Des secteurs tout à fait différents. L'Usine Nouvelle, qui est quand même le canard de référence en France sur tout ce qui est site de production industrielle. Il était épais comme ça quand j'ai pris la correspondance il y a 10 ans, maintenant il est épais comme ça. Et la plupart des piges que je fais pour eux, c'est pour le site l'usine, le site en ligne, ce qu'on appelle le QDU, le quotidien des usines. Donc je les appelle, je leur dis il y a un truc intéressant, et ils me disent ah ouais, traite-le pour le QDU, c'est-à-dire le site. Je suis payé comme si ça passait dans le papier. Le Monde a harmonisé ces deux rédactions. Avant, comme beaucoup de rédactions au début d'Internet, il y avait une rédaction papier qui était un peu le haut du panier, puis une rédaction Internet où c'était des petits jeunes moins bien payés. Ils ont harmonisé les deux. Maintenant, il n'y a plus de différence de statut. Et quand un journaliste, quand la rédaction en chef retient un papier d'un journaliste, ils ne lui disent pas si ça va être sur le site ou sur le papier. Voilà. Parce que justement, ils ne veulent plus de cette réflexion où le papier serait la partie noble. Donc c'est en pleine évolution actuellement. Nous, on a fait le choix d'un magazine payant
Donc à partir du moment où le magazine papier est payant, on fait très attention aussi à ce que sur le site, ce ne soit qu'un complément du magazine papier. Volontairement sur le site, vous n'allez pas trouver tous les articles qu'il y a dans le magazine. C'est un choix. Pour l'instant, il n'y a pas un modèle économique qui s'est dessiné. On est encore à 36 000 modèles économiques sur cet exemple. Puis il y a des gens qui ont fait marche arrière. Il y a l'exemple du New York Times qui est intéressant. Enfin, ça remonte, mais c'était il y a 4-5 ans. Le New York Times était lu avant tout parce qu'ils ont des éditorialistes qui faisaient un peu la pluie et le beau temps aux États-Unis. Donc ils se sont dit, ah ben on va faire payer les articles des éditorialistes sur Internet. Du jour au lendemain, plus personne n'a lu les éditorialistes du New York Times, ils étaient plus cités dans les revues de presse, etc. Ils ont vite fait marche arrière. Voilà, bon c'était un test. Hein. Après, il y a les... Alors ce qui est aussi intéressant comme réflexion, c'est le parcours d'Edoui Plenel et d'autres, hein, dans le 89 aussi, enfin d'autres, des gens qui ont créé ce qu'on appelle un pure player, c'est-à-dire un média qui n'est pas en version papier, qui est uniquement en version internet. Et on voit quoi? On voit qu'ils ont tous un seul rêve en tête, c'est de sortir une version papier. Alors pourquoi? Parce que c'est des gens de la génération Plenel, c'est-à-dire des gens de la génération papier. Quand il va y avoir des pure players créés par des trentenaires ou des gens même plus jeunes, je pense que ce fantasme-là disparaîtra. Mais on est encore dans cette période-là. Donc moi je vous apporte des tas de questions en vrac, j'ai pas forcément les réponses. Hein. J'avais menti. Anna, alors oui, tu es avec nous. Alors, l'idée de notre choix, c'était gratuit pour être accessible à tout le monde. Et il y a des avantages et des inconvénients. Des inconvénients que tout ce qui est gratuit, on dirait ah oui c'est vrai, que bien, après on peut faire ça, ou bien que c'est la plupart que je connais, c'est que ah tiens, qu'ils apprécient la présentation et qu'il y a des gens qui vont chercher la revue ou l'endroit qu'ils se trouvent. Moi je pense que j'étais en train de penser chez nous, à ce moment-là, les mairies, j'étais en train de penser par exemple par la Flauger, des petits villages qui sont à côté de Gérone, qui sont en train de faire des actions avec la culture. Par exemple, par la Flauger, ça fait pas beaucoup de temps, ils ont créé par la Flauger de la culture et ils ont tous, je crois, la mairie pour faire la culture et un pôle d'attraction vers le village. Et le village, c'est un peu grand aussi. Donc je voulais dire qu'ils ont sorti l'agenda, avec tout le renseignement, mais en digital, c'est-à-dire en internet et en papier. Parce que moi je trouve que pour l'instant, tous les changements qu'on a digitalement avec l'internet, ça ne correspond pas à la façon de faire et la façon les coutumes des gens. Selon l'âge, ils sont habitués plus de papier, ou les jeunes, le papier, qu'est-ce que c'est ça de papier, non? Mais aussi, il y a un détail. Moi, je revendique que la lecture est slow. Donc, parce que vous voyez, quand vous faites un tablette ou un portable, vous faites comme ça, ah tiens, j'ai la notice, l'actualité d'ici, de tel, et qu'est-ce que vous lisez? Le titre. Oui. Et vous faites tiens. Mais il y aura un moment que vous aurez un peu plus d'attention. Je veux aller dans le truc. Et certainement, certaines personnes, lire dans une tablette, lire dans un portable, c'est pas commode. Donc, pour l'instant, moi, je trouve que ça sera idéal. Moi, je trouve que c'est, comment on dit, partagé, je veux dire, qu'il y aura le papier pendant que les gens que les gens veulent complémentaire l'info immédiate et l'info d'être tranquillement assis. C'était le rapport entre la presse quotidienne et l'hebdo, les
deux étant à l'époque en papier. Genre, on avait une info rapide qui était développée dans un hebdo. C'est pour ça qu'on lisait l'Obs à l'époque. Donc je déconne, j'ai jamais lu l'Obs, mais quand même. Et donc oui, voilà, ce rapport au temps. Alors la question c'est aussi qui se pose, c'est que moi je vois par exemple l'éducation nationale en France, parce qu'ailleurs je n'y vais pas en tant qu'enfant. J'ai pas d'enfant à mettre à l'école de l'autre côté de la frontière, enfin, il me semble. Et c'est que maintenant on est sur le tout digital. C'est-à-dire que finalement, la modernité, c'est ce qu'on nous vend comme modernité, c'est pas tant le contenu qui est moderne, qui doit être que l'outil. Donc peu importe ce qu'on met là-dessus, ou sur une tablette ou un ordinateur, le tout c'est que ce soit fait en digital. Après on s'en fout de ce qu'il y a dedans, etc. Et c'est peut-être là aussi le problème, c'est que ceux qui survivent en partie sur du texte, c'est ceux qui proposent quelque chose qu'on n'a pas ailleurs. Alors il y a deux... Je réagis. Indépendamment du fond et de l'adaptation du fond à l'outil. Il y a deux raisonnements qui font aller vers Internet de toute façon. Premièrement, c'est ça, c'est la fascination de l'outil par les jeunes, c'est-à-dire que ça c'est forcément ringard parce que c'est papier, même quel que soit ce qu'il y a dedans, d'une certaine manière, parce qu'ils sont fascinés par un outil. Mais il y a un deux, c'est bon, donc ça on en fait ce qu'on veut. Mais il y a un deuxième raisonnement beaucoup plus important, en tout cas pour moi qui ai voulu vraiment inscrire Art dans l'air dans la durée et donc faire un produit qui économiquement tient la route. Et si vous voulez faire un truc qui économiquement tient la route, il faut regarder les chiffres. Et le modèle économique d'un magazine comme celui-ci, c'est 20-25% de chiffres qui vient des ventes, des abonnements, des ventes en librairie, voilà, et 75% qui viennent de la pub. La pub, c'est, on va le séparer en deux, mais enfin c'est encore très majoritairement, ça va être 80%, des pubs institutionnelles. Donc les conseils généraux, la région, les villes qui prennent des pubs pour leurs expos. Là, c'est les Hautes-Pyrénées pour une expo qui avait lieu dans une abbaye chez eux. Là, c'est la Biennale de l'eau d'Arboise. Là, c'est le département de l'Hérault. Bon, voilà, et sur celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Sur celui-là, c'est encore les Hautes-Pyrénées. Là, c'est la ville de Montpellier. Et là, c'est... Alors, il doit y avoir la ville et la Gauche, je ne sais plus. Bon. Voilà les deux exemples que j'ai. Donc, pourquoi je vous en parle de ça? Parce que les collectivités, maintenant, ne veulent plus prendre de pub dans un support papier s'il n'y a pas en plus de pub sur le support Internet. Les budgets publicitaires, eux, ont basculé sur les supports Internet. Donc nous, on a essayé d'en tirer les conséquences. On a créé un nouveau produit il y a à peu près un an. Ça me fait encore du boulot en plus, cette histoire-là, mais je ne sais pas si vous devez le recevoir, la plupart d'entre vous. Le vendredi matin, maintenant, on fait un flash info. Qui est un truc très simple, qui est on signale les expos qui vont commencer dans la semaine. Donc on l'envoie le vendredi matin, c'est pour signaler les expos principales qui commencent le week-end et éventuellement jusqu'au jeudi suivant. Donc j'en mets 4 avec un peu de texte et puis 6 avec juste les affiches. Voilà. Et ça part tous les vendredis matins à 20 000 personnes. Et on a des listings extrêmement ciblés parce qu'on n'a quasiment pas de demande de désabonnement. Et pourquoi on a créé ça? Parce qu'en haut de ce flash info, il y a un bandeau de publicité. Et ce bandeau de publicité, on le propose aux collectivités qui nous prennent de la pub dans le magazine, et de plus en plus, c'est une condition sine qua non. Ils veulent une visibilité, soit sur notre site, soit sur le flash info, mais ils veulent autre chose comme visibilité qu'une visibilité uniquement papier. Voilà. Donc, bon, et puis en plus, visiblement, ça rend service, parce que j'ai pas mal de retours de gens qui trouvent que c'est sympa. Alors j'essaie, c'est sûr qu'il y en a quoi, donc 6, 7, 8, 9, il y en a 10. J'essaie sur 10 expos, et évidemment c'est un choix, et j'essaie de faire tourner une fois de plus les choses géographiquement. Mais alors là par contre, du coup, ce produit-là, j'avoue humblement, autant ça, le commercial il peut dire ce qu'il veut, c'est moi qui ai entièrement la main sur le rédactionnel, j'avoue humblement que le choix des expos du vendredi matin, s'il y a une grosse expo qui commence dans une collectivité, même si ce n'est pas de l'art contemporain, je vais la signaler. C'est-à-dire que les grosses expos qui auront lieu ici, qui ont lieu au musée Fabre à Montpellier, ou qui ont lieu aux abattoirs ou aux Beaux-Arts, aux Augustins à Toulouse, je les mettrai dedans. Même aux Augustins en 2017, il va y avoir une très belle expo qui s'appelle Fenêtre sur cours, qui va être sur donc à mon avis, il va y avoir pas mal de tableaux du 17e, sur tout ce qui est vision de l'intimité à travers les cours, enfin si j'ai bien compris. Bon. Celle-là, dès que ça sera la semaine du vernissage, je la mettrai. C'est pas de l'art contemporain, donc là je sors un peu de ce que je fais dans le magazine. Mais la raison de fond, c'est parce que les annonceurs ont fait la bascule sur les outils Internet. Voilà. Alors,
justement, les annonceurs. Oui. Sans parler cuisine, comment tu te finances, etc. La cuisine, c'est Voilà, c'est-à-dire que difficile. tu te présentes en tant que revue papier, même s'il y a l'identique sur Internet. Hein, Oui. et en plus, on peut le feuilleter comme en papier sur Internet, puisque c'est un système comme Oui, ça. c'est dans la plateforme issue. Pour l'instant, on n'a pas eu ni les moyens, ni on veut développer la page web. Et pour l'instant, c'est des annonces. Et nous, l'atout qu'on a, c'est que on dit qu'on va chercher par exemple les gens, par exemple le musée des Géronnes, voilà qu'on va chercher le public d'ici de l'autre côté. Voilà, c'est un peu l'avantage qu'on peut offrir d'avoir les autres publications qu'on a ici. C'est vrai que il faut trouver parce que c'est vrai que ce qu'a dit Anne, c'est que des fois, non, carrément, il dit que pas en papier, tout en digital. Bon, c'est le jeu de faire basculer l'équilibre entre l'Internet et le papier. Et aussi, on a les abonnements aussi. Mais bon, ça, il faut ça fait un an qu'on a commencé le projet et on est en train de voir comment ça se passe, comment on va évoluer. Et nous, le retour qu'on a, c'est que les gens sont très intéressés pour le contenu, parce que ce n'est pas seulement les grands événements culturels très connus, aussi on met dans le détail. Et aussi, c'est qu'ils sont intéressés que, voilà, on essaye de dire, voilà, on va chercher les publics au-delà de la frontière, même si c'était très, très proche. Et aussi du tourisme, de faire bouger les gens. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'il faut réfléchir pour développer le mieux et aller sur de pouvoir continuer avec la revue. Alors la question qui se pose, c'est la question du public. Quel public pour quel magazine? C'est un joli titre, d'ailleurs je trouve très génial l'idée que je viens d'avoir. La question, oui, donc c'est finalement, maintenant les revues culturelles, est-ce qu'elles ne sont plus lues que par les artistes qui rêvent de se voir dedans ou qui y sont déjà? Parce que c'est un peu l'angoisse, hein. Ça n'intéresse que, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et finalement, n'êtes-vous plus, et là ça va être terrible, mais j'espère que ça ne va pas vous achever, si je dis ça, comme ces revues où à la fin, il y a les soirées en discothèque, et les gens sont contents de lire pour se voir en photo dedans. Est-ce que vous n'êtes pas réduite qu'à ça, mais comme c'est la classe, parce qu'il y a encore des artistes qui se lisent et aiment se détester au travers des revues? Ben, il y a un magazine à Montpellier qui s'appelle Layalina. Je ne sais pas si ça vient jusqu'ici, Layalina. Moi je suis inculte. Hein, c'est une idée de génie au niveau marketing, mais vraiment une idée de génie, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire il envoie un photographe dans tous les vernissages Mercedes qui lancent cette nouvelle bagnole là, qui réserve un resto de plage et il y a tout le gratin qui vient, hop, il envoie un photographe. Le photographe prend en photo les gens par groupe de 4, par groupe de 5, il note les prénoms des gens, bon, et puis après ils mettent ça. Donc là, Yalina, ce n'est que ça. Mais c'est un coup de génie financier parce que les gens achètent, parce qu'ils sont dedans. Et puis c'est pas je suis dedans donc j'achète, c'est je suis dedans donc je le dis à ma grand-mère, je le dis à ma tata, je le dis à je sais pas quoi. Et donc chaque personne qui est dedans, c'est 5 ou 6 achats. Bon, aux dernières nouvelles, ils ont des problèmes quand même. Ah, enfin. Mais bah, ça fait 3 ans que ça dure sur ce modèle-là. Donc c'est vrai que tu as raison, les gens, c'est comme les pubs vues à la télé, quoi. Bon, je suis dans la Yalina. Nous, on essaie quand même d'avoir un raisonnement, on va dire, légèrement plus ambitieux, mais il y a quand même cet aspect-là, c'est évident, c'est évident. C'est-à-dire que moi, au départ, ce magazine, je l'avais créé en me disant, il y a énormément d'artistes dans cette région, et ce que je lis dans la presse ne me satisfait pas, parce que ce ne sont que des comptes rendus d'expo. Que ce soit les quotidiens, donc l'Indépendant, Midi Libre et maintenant la Dépêche, que ce soit les hebdos, la Semaine du Roussillon, la Gazette de Montpellier, etc., tous n'ont qu'une entrée en matière artistique, les expos. Et moi, ça ne me convient pas, parce que c'est comme si on ne parlait des entreprises que quand ils lançaient un nouveau produit.
il y a des tas d'autres choses à dire sur la vie d'une entreprise qu'un nouveau produit. Et ben, il y a des tas d'autres choses à dire sur les artistes qu'une expo. Qu'est-ce qu'ils font, je sais pas moi, quand ils travaillent à l'éducation nationale, qu'est-ce qu'ils font en termes d'édition, il y a des dossiers à faire sur les artistes qui travaillent en prison, enfin j'en sais rien, il y a des tas de trucs à imaginer. Donc du coup j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Et mon idée c'était de faire un magazine qui parle de ce que font les artistes et de m'adresser à tous les amateurs d'art. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que les artistes sont tellement nombreux dans cette région, amateurs ou professionnels, tous ceux qui ont un minimum de pratique artistique, que ce sont à la fois ceux dont je parle et les premiers acheteurs. Donc du coup j'ai réorienté légèrement le contenu avec des pages actualité qui peuvent être parfois des infos semi-professionnelles. Je ne vais pas trop loin quand même, mais c'est sûr que dès que je vois un appel à projet qui s'adresse aux artistes, je le mets dans le magazine. Là j'en ai vu un très intéressant, le magazine est à l'impression. Donc j'ai pas eu le temps de le mettre, je l'ai mis sur Facebook. Mais sachez-le, il y a un appel à projet très intéressant qui vient d'un site préhistorique dans l'Ariège où ils veulent faire le pont avec l'art contemporain et c'est un truc soutenu par la DRAC, donc il doit y avoir des sous à la clé. Donc je l'ai mis sur la page Facebook d'Art dans l'air, il y a déjà 3 artistes qui m'ont appelé pour me demander les coordonnées. Donc ce genre de truc au début je pensais pas les mettre, mais comme dans nos lecteurs il y a énormément d'artistes, je suis allée vers ça. Voilà. Bon après heureusement il n'y a pas non plus que des artistes. Il y a encore des gens qui s'intéressent l'art comme ça, et gratuitement, pas parce qu'ils doivent en vendre ou en acheter, c'est fascinant ça. Si, oui, non, si, je peux vous citer quand même des lecteurs qui ne sont pas artistes eux-mêmes et qui regardent ça pour savoir un peu ce qui se passe dans... C'est un raisonnement un peu de presse régionale, hein. Oui. On achète ça pour savoir quels sont les talents qui existent autour de soi. Il n'y avait pas Pauline qui voulait dire quelque chose? Oui, mais dans 2 secondes. Je ferai un signe. Je ferai ça, ça voudra dire que le public peut intervenir. Mais tant que je n'ai pas fait ça, c'est pas possible. Ah, il est là? Oui. Ah, bah, d'accord. Il y a un 3e magazine. Mais j'ai écrit dedans si c'est nouveau. Oui. Donc, on va... Je voulais dire une chose, c'est que c'est fascinant qu'est-ce qui se passe auprès de la revue, c'est que des gens qui, par exemple, je vous explique un exemple d'une compagnie de danse qui m'a dit « Ah tiens, comme toi tu as beaucoup des infos de côté Perpignan, est-ce que tu pourras nous contacter avec quelqu'un, tout ça ?» Je voulais dire qu'après comme il y a les infos de l'autre côté, des 2 côtés, il y a l'intérêt de se mettre en contact avec les artistes. Et que j'ai pas eu, pas beaucoup, mais au moins l'intérêt de me contacter en disant voilà, toi tu as la capacité de renseigner, voilà, de quelqu'un d'ici qui veut faire quelque chose à Gérone ou de Gérone à l'autre côté. Et moi je trouve aussi que c'est très intéressant que les gens, de connaître que les gens ils ont l'intérêt et la vie. Dis-le en catalan et en espagnol, je ferai la traduction. L'intérêt, mais aussi l'envie de faire quelque chose avec, de créer des passerelles. Des passerelles d'un côté et de l'autre. Et ça, moi, je suis très fière de. Ce que tu as fait il n'y a pas longtemps, puisque on n'a pas tchaqué, comme on dit en bon français, la présentation... Oui, c'est moi. Quand il dit comme ça, je ne comprenais rien du tout. Je te rassure, moi non plus, je ne me comprends pas. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui peut pas... C'est pour ça que quand je parle avec toi, je dis, bon, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Le mot que tu vas... On a organisé, parce que le mot patchaké veut dire plein de choses en même temps. Bon, on va le traduire là dans l'immédiat par organiser. La présentation du festival de jazz de Perpignan, donc, qui a lieu encore actuellement, à Gérone, pour qu'il y ait une visibilité. Donc gentiment, elle a organisé cette visibilité à Gérone, alors que ça ne s'était pas fait depuis... C'est à moi, le 15 septembre. Voilà. Et que moi je suis très contente de faire ça, tu vois, que à partir de faire venir à Gérone, de faire connaître, de dire voilà, à 5 km pas à 100 mètres, mais à 5 km, voilà. Il y a ça se passe des choses très intéressantes. Voilà, vous voyez, prenez et venez à
avec, et ça, pour moi aussi, c'est je pense que c'est pas une excuse entre guillemets, mais aussi de créer le pont, les passerelles, de créer l'intérêt de tout le monde. Et ça, c'est le but. Non, je voulais remarquer ça parce que pendant toute cette aventure, c'est de me trouver ça, de me demander, ah, tiens, tu connaîtras quelqu'un. Voilà, ça me donne aussi l'élan de dire, allez, on y va, parce que sinon... Oui, mais c'est important, la dynamique. J'essaie de créer des dynamiques parce que, alors il y a un certain Jordi Gomez qui a commis une thèse de 700 pages pour expliquer pourquoi, avec toute la prétention qu'on a eue pendant toutes ces années de faire des échanges transfrontaliers, il n'y en a jamais eu la queue d'un véritable qui est apparu véritablement, à part des répartitions de budget transfrontalier, ça c'est autre chose, Oui. mais pas d'action véritablement transfrontalière, parce qu'en fait, on est bien content que les uns et les autres n'intervenions pas mutuellement dans nos affaires respectives. Comme ça reste cosa nostra, comme on dit en catalan, c'est-à-dire chose notre. Donc voilà. Alors, c'est le moment où j'ai distingué dans le public des gens qui voulaient intervenir. Je sais qu'il y a donc quelqu'un qui a un blog, c'est ça? C'est sur Internet? Non, c'est comment? En fait, je tiens une page Facebook. Oui. Ça s'appelle Pauline raconte l'art. Oui, donc ça s'appelle Pauline, et donc elle raconte l'art. Voilà. Et ça fait depuis le mois de janvier que j'ai créé cette page, parce que j'estime que l'information circule très mal, que ce soit au niveau du patrimoine ou d'ailleurs. Et je voulais faire une espèce de centralisation de toutes les informations, et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. C'est ça qui est formidable. Je publie beaucoup de photos des expositions que je vais voir, et sinon je repartage des sites comme Art dans l'air, par exemple, pour inciter les personnes à aller voir d'autres choses qui sont pas super fines. Et c'est très important parce que je suis autant sur le site internet de l'Art dans l'air que sur la version papier. Et quand vous dites qu'il n'y a que les artistes qui achètent Art dans l'air, c'est pas vrai. Je suis étudiante, j'achète Art dans l'air parce que j'en ai besoin pour mon futur métier. Qui est donc puéricultrice, hein, on le dira. Donc, qui est quoi, le futur métier? Mon futur métier, j'aimerais être soit guide, soit commissaire d'exposition. D'accord. Donc ce support-là m'aide à trouver des artistes qui pourront certainement m'aider dans des projets plus tard. D'accord. Des artistes qui aident, attention. Hein, moi, je. Non, mais justement, je pars du principe que chacun est musicien. Donc si je crée quelque chose, je voudrais avoir de l'appui des artistes. Je ne peux pas seulement leur passer un coup de fil et leur dire j'ai besoin de toi sur ce projet. Non, je veux dire qu'est-ce que toi tu en penses, est-ce que tu serais d'accord pour participer? Oula, une horizontalité des rapports, c'est étrange, mais c'est intéressant. Bon, merci d'abord, Pauline. Et ensuite, c'est vrai que ça me fait penser à un truc qui peut vous intéresser, que je peux vous dire. C'est que nous, dans le modèle économique, il y a des choses auxquelles on avait pensé, des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et il se trouve qu'il y a une rentrée d'argent qu'on n'avait pas imaginée et qui commence à prendre de l'importance. C'est toutes les structures, alors pas évidemment les spécialistes, pas les galeries et pas les musées évidemment, mais beaucoup du privé, qui veulent faire des expos et qui s'adressent à nous et qui nous demandent des noms. Donc je peux vous citer un hôtel à Montpellier qui voulait exposer 3 artistes tout l'été. Donc j'ai donné 3 noms. Alors j'ai pas fait que donner les noms. D'abord j'ai constitué des dossiers pour leur montrer si ça leur plaisait ou pas. Ils ont validé le truc, j'ai prévenu les artistes. Enfin bon, c'est quand même un petit boulot. Et on doit en être à une dizaine de demandes. Donc il y a eu des promoteurs, il y a eu des hôtels. Là il y a une galerie qui voudrait nous confier une expo carte blanche Art dans l'air. Alors là c'est moi qui freine parce que c'est un boulot énorme, mais il commence. Alors qu'est-ce qu'on fait quand un hôtel ou un promoteur nous demande des noms d'artistes? On leur demande de prendre une pub. C'est-à-dire que moi je le fais avec tout ce que j'ai comme connaissance, et puis en échange, on leur fait la com de l'événement. Enfin, ils nous voilà. Et ça, on n'avait pas prévu, et ça commence à être important, et les artistes sont ravis. Alors pour tout vous dire, l'hôtel à Montpellier, là, j'ai essayé aussi que ça ne profite pas comme Montpellier. Donc il y avait un street artiste gardois, il y avait un bidouilleur, parce qu'il voulait des choses qui se vendent. Il y avait un bidouilleur de génie à mon avis Montpellier, et il y avait un autre. J'avais donné le nom du boss. Je me suis dit,
page Facebook, elle s'appelle comment? Pauline raconte. J'entends pas. Pauline raconte l'art. Pauline raconte l'art. Voilà, ça c'est fait. Merci. Ouais, parce qu'elle s'appelle Pauline, je suppose. Oui, c'est ça. À Facebook. Oui, sur Facebook, Oui, précise. oui. Alors, donc, là, je connais quelqu'un qui avait un magazine de photos et qui a arrêté totalement de le publier en papier. Je ne parlerai pas de Pascal Ferraud parce que je ne voudrais pas qu'il l'identifie, mais oui, Pascal, tu avais. Alors, ça s'appelait comment déjà ce magazine? C'est pas un magazine, Oui, c'est une revue. voilà. C'est un Attention. magazine et revue. Disons qu'on édite à une fréquence beaucoup plus réduite. Donc c'est une revue qui avait été initiée par Pierre Courageux et moi-même en 2009. Ça s'appelle Regard. Les premières années, on éditait tous les trimestres. On a donné 2-3 ans, tous les trimestres, et désormais on est plutôt sur des semestriels. On a levé un petit peu le pied, on se consacre plutôt sur les hors-série. Donc c'est le modèle économique est très basique. Hein, donc c'est une association, on ne se rémunère pas, à travers nos contacts, donc on a tout un réseau de photographes auxquels on fait appel. On reçoit également une candidature spontanée. Un texte vient illustrer la thématique de la revue, et en revanche aucune publicité. Donc c'est un modèle économique qui nous permettait jusqu'à présent de faire une opération blanche non éditée. C'était un choix éditorial d'avoir un tirage limité à 5 exemplaires, pas plus. Donc on voulait avoir un produit assez précieux, assez qualitatif, un format un peu particulier, une revue d'une centaine de pages, et de limiter à 100 exemplaires, avec un niveau de distribution qui est très limité et qui se faisait par le web essentiellement. On a tenté quelques expériences qui d'ailleurs sont avérées assez concluantes, de le distribuer aux abattoirs, à l'école des abattoirs à Toulouse. Ici, on a encore quelques revues à la librairie du Chila. Donc, un milieu très spécialisé. Alors, moi, mon expérience là-dessus, en 2009-2016, là, c'est vrai qu'on marque un temps d'arrêt parce que je pense que le modèle s'épuise depuis un an et demi, 2 ans. La conclusion que j'en tire, c'est qu'il y a une époque, je ne critiquerai pas, hein, mais on a constamment besoin de se renouveler. Il est difficile d'assurer une forme de continuité à travers un magazine ou une revue. Donc on est sur un public qui est assez versatile et qui, au gré de ce qu'il va voir, va avoir le coup de cœur et acheter tel ou tel magazine, telle ou telle revue. Et qui par ailleurs, cette revue, ce magazine devra lui ressembler parce que quand il achète ça, c'est un peu comme s'il achetait ses propres goûts. Je pense que nous, on a vécu un peu comme ça. Notamment, on avait des acheteurs qui venaient d'un site de photographie qui s'appelle Galerie Photo, qui était un site assez spécialisé sur la photographie grand format, photographie très qualitative, donc un réseau de passionnés. On a démarré vraiment, c'est eux d'ailleurs qui au départ ont souhaité avoir une revue imprimée, un papier. Notre projet au départ, c'était uniquement du web. En fait, c'était d'avoir une revue web, 5-6 photographes, une thématique. Et comme on démarre avec rien du tout, on s'est dit, on fait que du web, ça coûte rien. Et dès le deuxième numéro, notamment à travers ces personnes appartenant à ce réseau de photographes, ils ont dit, écoutez, nous, on veut du papier, on veut avoir l'objet en main. Voilà, donc des moyens assez limités, avec le choix dès le départ de tirer un exemplaire limité. On a eu effectivement cette demande d'avoir un objet qui est entre le livre d'art et le magazine, un truc donc sans publicité, avec un texte d'auteur quand même qui présente le numéro. Et bon, et ça, sur les 3, 4, 5 premières années, on a épuisé nos numéros. Et là, on sent qu'on marque un petit peu le pas parce que je pense que le modèle s'épuise. Et donc, parce qu'il faut trouver notre forme, être adopté par notre tribu. Voilà, je pense que les acheteurs ont tendance, je pense, j'aime bien ce terme tribu, d'ailleurs, employé par certains
On appelle ça même des publicitaires à la base qui utilisaient ce terme. Oui, Qu'on pourrait qualifier de sociologique. Voilà, un sociologue qui a pas mal théorisé, c'est Mattesoli, hein, bon, on n'aime pas, mais bon, mais en tout cas. Qui a écrit sur l'Orgie et Dionysos. Ouais, dans le monde culturel, et de nos jours peut-être encore plus, avec les outils numériques, les gens ont le besoin de se rattacher à un groupe identitaire. Et les numéros, enfin les magazines, les revues qu'ils achètent, on le voit à travers la profusion, hein, parce qu'il y a une forme de profusion de magazines hein, sur une grande librairie, un kiosque à Paris, et une profusion de magazines sur des sujets extrêmement pointus. Hein. Le type va me faire du longboard, sur le skateboard, il va voir ça magazine du longboard. Quoi, voilà. Et je pense qu'il y a un modèle économique dessus, donc c'est des modèles de niche, mais il faut constamment se réinventer le contenu et également la forme. Je pense que toute la difficulté de vos métiers est là-dedans. Mais oui. Alors en même temps,